Ça y est, dit Marescal en empochant les 2 papiers. Les aveux et la démission. Mon supérieur abat, ce qui donne une place libre, et elle m'est promise. Et la petite en prison, ce qui me guérira peu à peu de l'amour qui me rongeait. Il dit cela cyniquement, montrant le fond de son âme, et il ajouta avec un rire cruel. Et ce n'est pas tout, Bréjac, car je ne lâche pas la partie, et j'irai jusqu'au bout. Bréjac sourit amèrement. Vous voulez aller plus loin encore? Est-ce bien utile? Plus loin, Bréjac. Les crimes de la petite, c'est parfait, mais doit-on s'en tenir là? Il plongeait ses yeux dans les yeux de Bréjac, qui murmura. Que voulez-vous dire? Tu le sais ce que je veux dire, et si tu ne le savais pas, et si ce n'était pas vrai, tu n'aurais pas signé, et tu n'admettrais pas que je parte sur ce ton. Ta résignation, c'est un aveu. Et si je peux te tutoyer, Bréjac, c'est parce que tu as peur. L'autre protesta. Je n'ai peur de rien. Je supporterai le poids de ce qu'a fait cette malheureuse dans un moment de folie. Et le poids de ce que tu as fait, Bréjac? En dehors de ça, il n'y a rien. En dehors de cela, continua Marescal, l'intonation sourde. Il y a le passé. Le crime d'aujourd'hui n'en causons plus. Mais celui d'autrefois, Bréjac. Celui d'autrefois? Quel crime? Que signifie? Marescal frappa du poing, argument suprême chez lui et que soulignait une explosion de colère. Des explications? C'est moi qui en réclame. Hein? Que signifie certaines expéditions au bord de la Seine récemment un dimanche matin? Et ta faction devant la villa abandonnée? Et ta poursuite de l'homme à la poche, hein? Dois-je te rafraîchir la mémoire et te rappeler que cette villa était celle des frères, que ta belle-fille a supprimée, et que cet individu est un nommé Jodot que je fais rechercher actuellement? Jodot, l'associé des 2 frères. Jodot qui a rencontré jadis dans cette maison. Hein? Comme tout ça s'enchaîne. Et comme on entrevoit le rapport entre toutes ces machinations. Bréjac haussa les épaules et marmotta. Absurdité. Hypothèse imbécile. Hypothèse, oui. Impression auquel je ne m'arrêtais pas autrefois quand je venais ici. Et lorsque je flairais comme un bon chien de chasse tout ce qu'il y avait d'embarras, de réticence, d'appréhension confuse dans tes actes et dans tes paroles. Mais hypothèses qui se sont confirmées peu à peu depuis quelque temps. Et que nous allons changer en certitude, Bréjac. Oui, toi et moi, sans qu'il te soit possible de l'esquiver. Une preuve irrécusable, un aveu, Bréjac, que tu vas faire à ton insu, là, tout de suite. Il prit le carton qu'il avait apporté et déposé sur la cheminée et le déficela. Il contenait un de ces étuis de paille qui servent à protéger les bouteilles. Il y en avait une que Marescal tira et qu'il planta devant Bréjac. Voilà, camarade. Tu la reconnais, n'est-ce pas? C'est elle que tu as volée au sieur Jodot et que je t'ai reprise et qu'un autre m'a dérobée devant toi. Cet autre? Tout simplement le baron de Limésie chez qui je l'ai trouvé tantôt. Hein? Comprends-tu ma joie? Un vrai trésor, cette bouteille. La voici, Bréjac, avec son étiquette et la formule d'une eau quelconque. L'eau de jouvence. La voici, Bréjac. Limésie l'a munie d'un bouchon et cacheté de cire rouge. Regarde bien. On voit un rouleau de papier à l'intérieur. C'est cela que tu voulais certainement reprendre à Jodot. Quelque aveu, sans doute. Une pièce compromettant de ton écriture. Ah, mon pauvre Bréjac. Il triomphait. Tout en faisant sauter la cire et en débouchant la bouteille, il lançait au hasard des mots et des interjections. Marescal célèbre dans le monde entier. Arrestation des assassins du Rapide, le passé de Bréjac, que de coups de théâtre dans l'enquête et aux assises. Sauvinou, tu as les menottes pour la petite? Appelle la Boncétonie. Ah, la victoire. La victoire complète. Il renversa la bouteille, le papier s'échappa. Il le déplia, et emporté par ses discours fougueux, comme un coureur que son élan précipite au-delà du but, il lut, sans penser d'abord à la signification de ce qu'il disait. Marescal est une gourde. Des mots qui valent des actes. Il y eut un silence de stupeur où se prolongeait la phrase inconcevable. Marescal était ahuri, comme un boxeur qui va s'écrouler à la suite d'un coup au creux de l'estomac. Bréjac, toujours menacé par le revolver de Sauvinou, semblait aussi déconcerté. Et soudain un rire éclata, rire nerveux, involontaire, mais qui tout de même sonnait gaiement dans l'atmosphère lourde de la pièce. C'était Aurélie, que la face déconfite du commissaire jetait dans cet accès d'hilarité vraiment intempestif. Le fait surtout que la phrase comique avait été prononcée à haute voix par celui-là même qui en était l'objet ridicule, lui tirait les larmes des yeux. Marescal est une gourde. Marescal la considéra sans dissimuler son inquiétude. Comment pouvait-il advenir que la jeune fille eût une telle crise de joie dans la situation affreuse où elle se trouvait devant lui, pantelante comme elle l'était sous la griffe de l'adversaire? La situation n'est-elle plus la même, devait-il se dire? Qu'est-ce qu'il y a de changé? Et sans doute faisait-il un rapprochement entre ce rire inopiné et l'attitude étrangement calme de la jeune fille depuis le début du combat. Qu'espérait-elle donc?
Était-il possible qu'au milieu d'événements qui eussent dû la mettre à genoux, elle conservât un point d'appui dont la solidité lui parut inébranlable? Tout cela se présentait vraiment sous un aspect désagréable et laissait entrevoir un piège habilement tendu. Il y avait péril en la demeure, mais de quel côté la menace? Comment même admettre qu'une attaque pût se produire alors qu'il n'avait négligé aucune mesure de précaution? Si Bréjac remue, tant pis pour lui. Une balle entre les deux yeux. Ordonna-t-il à Sauvinou. Il alla jusqu'à la porte et l'ouvrit. Rien de nouveau en bas? Patron? Il se pencha par-dessus la rampe de l'escalier. Tony, la bonce? Personne n'est entré? Personne, patron. Mais il y a donc du grabuge là-haut? Non, non. De plus en plus désemparé, il retourna vivement vers le cabinet de travail. Bréjac, Sauvinou et la jeune fille n'avaient pas bougé. Seulement, il se produisait une chose inouïe, incroyable, inimaginable, fantastique, qui lui coupa les jambes et l'immobilisa dans l'encadrement de la porte. Sauvinou avait entre les lèvres une cigarette non allumée et le contemplait comme quelqu'un qui demande du feu. Vision de cauchemar, en opposition si violente avec la réalité que Marescal refusa d'abord d'y attacher le sens qu'elle comportait. Sauvinou, par une aberration dont il serait puni, voulait fumer et réclamait du feu, voilà tout, pourquoi chercher plus loin? Mais peu à peu, la figure de Sauvinou s'éclaira d'un sourire goguenard, où il y avait tant de malice et de bonhomie impertinente que Marescal essaya vainement de se donner le change. Sauvinou, le subalterne Sauvinou, devenait insensiblement dans son esprit un être nouveau, qui n'était plus un agent et qui, au contraire, passait dans le camp adverse. Sauvinou, c'était... Dans les circonstances ordinaires de sa profession, Marescal se serait débattu davantage contre l'assaut d'un fait aussi monstrueux. Mais les événements les plus fantasmagoriques lui semblaient naturels lorsqu'il s'agissait de celui qu'il appelait l'homme du rapide. Bien que Marescal ne voulût pas prononcer, même au fond de lui, la parole d'aveu irrémédiable et se soumettre à une réalité vraiment odieuse, comment se dérober devant l'évidence? Comment ne pas savoir que Sauvinou, agent remarquable que le ministre lui avait recommandé 8 jours auparavant, n'était autre que le personnage infernal qu'il avait arrêté le matin et qui se trouvait actuellement au dépôt dans les salles du service anthropométrique. « Tony !» hurla le commissaire en sortant une seconde fois. « Tony, la bonce, montez donc, sacrebleu !» Il appelait, vociférait, se démenait, frappait, se cognait dans la cage de l'escalier comme un bourdon aux vitres d'une fenêtre. Ces hommes le rejoignirent en hâte. Il bégaya. « Sauvinou, savez-vous ce que c'est que Sauvinou? C'est le type de ce matin, le type d'en face, évadé, déguisé. » Tony et la bonce semblaient abasourdis. Le patron délirait. Il les poussa dans la pièce, puis, s'armant d'un revolver... « Oh les mains, bandit! Oh les mains! La bonce, vise-le toi aussi !» Sans broncher, ayant dressé sur le bureau un petit miroir de poche, le sieur Sauvinou commençait soigneusement à se démaquiller. Il avait même déposé près de lui le Browning dont il menaçait Bréjac quelques minutes plus tôt. Marescal fit un saut en avant, saisit l'arme et recula aussitôt, les 2 bras tendus. « Oh les mains où je tire! Entends-tu, gredin ?» Le gredin ne semblait guère s'émouvoir. Face au Browning braqué à 3 mètres de lui, il arrachait quelques poils follets qui dessinaient des côtelettes sur ses joues ou qui donnaient à ses sourcils une épaisseur insolite. « Je tire, tu entends, canaille? Je compte jusqu'à 3 et je tire. 1, 2, 3. » Tu vas faire une bêtise, Rodolphe, susurra Sauvinou. Rodolphe fit la bêtise. Il avait perdu la tête. Des 2 poings, il tira au hasard, sur la cheminée, sur les tableaux, stupidement, comme un assassin que grise l'odeur du sang et qui plante à coups redoublés un poignard dans le cadavre pantelant. Bréjac se courbait sous la rafale. Aurélie ne risqua pas un geste. Puisque son sauveur ne cherchait pas à la protéger, puisqu'il laissait faire, c'est qu'il n'y avait rien à craindre. Sa confiance était si absolue qu'elle souriait presque. Avec son mouchoir enduit d'un peu de gras, Sauvinou enlevait le rouge de sa figure. Raoul apparaissait peu à peu. 6 détonations avaient claqué, de la fumée jaillissait, glace brisée, éclats de marbre, tableaux crevés, la pièce semblait avoir été prise d'assaut. Marescal, honteux de sa crise de démence, se contint et dit à ses 2 agents. « Attendez sur le palier. Au moindre appel, venez. » « Voyons, patron, » insinua la bonce. « Puisque Sauvinou n'est plus Sauvinou, il vaudrait peut-être mieux emballer le personnage. Il ne m'a jamais plu à moi, depuis que vous l'avez engagé la semaine dernière. Ça va ? On le cueille à nous 3 ? Fais ce que je te dis, ordonna Marescal, pour qui la proportion de 3 à 1 n'était sans doute pas suffisante. Il les refoula et ferma la porte sur eux. Sauvinou achevait sa transformation, retournait son veston, arrangeait le nœud de sa cravate et se levait. Un autre homme apparaissait. Le petit policier malingre et pitoyable de tout à l'heure
devenait un gaillard d'aplomb, bien vêtu, élégant et jeune, en qui Marescal retrouvait son persécuteur habituel. Je vous salue, mademoiselle. Puis-je me présenter, baron de Limésie, explorateur et policier depuis une semaine. Vous m'avez reconnu tout de suite, n'est-ce pas? Oui, je l'ai deviné en bas dans le vestibule. Surtout gardez le silence, mais riez encore, mademoiselle. Ah, votre rire tout à l'heure, comme c'était bon de l'entendre. Et quelle récompense pour moi. Il salua Bréjac. À votre disposition, monsieur. Puis, se retournant vers Marescal, il lui dit gaiement: Bonjour, mon vieux. Ah, toi, par exemple, tu ne m'avais pas reconnu. Encore maintenant, tu te demandes comment j'ai pu prendre la place de Sauvinou. Car tu crois à Sauvinou? Seigneur tout-puissant, dire qu'il y a un homme qui a cru à Sauvinou et que cet homme a un grade de grosses légumes dans le monde policier. Mais mon bon Rodolphe, Sauvinou n'a jamais existé. Sauvinou, c'est un mythe. C'est un personnage irréel dont on a vanté les qualités à ton ministre, et dont ce ministre t'a imposé la collaboration par l'intermédiaire de sa femme. Et c'est ainsi que depuis 10 jours je suis à ton service. C'est-à-dire que je te dirige dans le bon sens, que je t'ai indiqué le logis du baron de Limésie, et que je me suis fait arrêter par moi ce matin, et que j'ai découvert, là où je l'avais caché, la mirifique bouteille qui proclame cette fondamentale vérité. Marescal est une gourde. On eût cru que le commissaire allait s'élancer et prendre Raoul à la gorge, mais il se maîtrisa. Et Raoul repartit de ce ton de badinage qui maintenait Aurélie en sécurité et qui cinglait Marescal comme une cravache. T'as pas l'air dans ton assiette, Rodolphe? Qu'est-ce qui te chatouille? Ça t'embête que je sois ici et non dans un cachot? Et tu te demandes comment j'ai pu à la fois aller en prison comme Limésie et t'accompagner comme Sauvinou? Enfant va, détective à la manque. Mais mon vieux Rodolphe, c'est d'une simplicité. L'invasion de mon domicile ayant été préparée par moi, j'ai substitué au baron de Limésie un quidam grassement payé, ayant avec le baron la plus vague ressemblance, et auquel j'ai donné comme consigne d'accepter toutes les mésaventures qui pourraient lui arriver aujourd'hui. Conduit par ma vieille servante, tu as foncé comme un taureau sur le quidam, auquel moi, Sauvinou, j'enveloppais tout de suite la tête d'un foulard. Et en route pour le dépôt. Résultat, débarrassé du redoutable Limésie absolument rassuré, tu es venu arrêter mademoiselle, ce que tu n'aurais pas osé faire si j'avais été libre. Or, il fallait que ce fût fait. Tu entends, Rodolphe? Il le fallait. Il fallait cette petite séance entre nous 4. Il fallait que toutes choses fussent mises au point, pour qu'on n'eût pas à y revenir. Et elles y sont au point, n'est-ce pas? Comme on respire à l'aise. Comme on se sent délivré d'un tas de cauchemars, comme il est agréable même pour toi de penser que, d'ici 10 minutes, mademoiselle et moi, nous allons tirer notre révérence. Malgré ce persiflage horripilant, Marescal avait retrouvé son sang-froid. Il voulut paraître aussi tranquille que son adversaire, et d'un geste négligent, il saisit le téléphone. Allô? La préfecture de police, s'il vous plaît. Allô, la préfecture? Donnez-moi monsieur Philippe. Allô? C'est toi, Philippe? Eh bien. Ah, déjà, on s'est aperçu de l'erreur? Oui, je suis au courant et plus que tu ne peux croire. Écoute, bande de cyclistes avec toi, des bougres, et vivement ici, chez Préjac. Tu sonneras, compris, hein? Pas une seconde à perdre. Il raccrocha et observa Raoul. Je t'ai découvert un peu tôt, mon petit, dit-il, se moquant à son tour et visiblement satisfait de sa nouvelle attitude. L'attaque est manquée, et tu connais la riposte. Sur le palier, la Bon-Sétonie. Ici, Marescal avec Bréjac, lequel au fond n'a rien à gagner avec toi. Voilà pour le premier choc, si tu avais la fantaisie de délivrer Aurélie. Et puis dans 20 minutes, 3 spécialistes de la préfecture. Ça te suffit? Raoul s'occupait gravement à planter des allumettes dans une rainure de table. Il en planta 7 à la queue leu et une toute seule, à l'écart. Bigre! 7 contre 1, c'est un peu maigre. Qu'est-ce que vous allez devenir? Il avança la main timidement vers le téléphone. Tu permets? Marescal le laissa faire tout en le surveillant. Raoul, à son tour, saisit le cornet. Allô? Le numéro Élysée 2223, mademoiselle? Allô? C'est le président de la République. Monsieur le président, envoyez d'urgence à monsieur Marescal un bataillon de chasseurs à pied. Furieux, Marescal lui arracha le téléphone. Ah, cette bêtise, hein? Je suppose que si tu es venu ici, ce n'est pas pour faire des blagues. Quel est ton but? Que veux-tu? Raoul eut un geste désolé. Tu ne comprends pas la plaisanterie? C'est pourtant l'occasion ou jamais de rigoler un bras. Parle donc! Exigea le commissaire. Aurélie supplia. Je vous en prie. Il dit en riant. Vous, mademoiselle, vous avez peur des bougres de la préfecture et vous voulez qu'on leur brûle la politesse. Vous avez raison. Parlons.
Sa voix se faisait plus sérieuse. Il répéta « Parlons puisque tu y tiens, maréchal. Aussi bien, parler c'est agir, et rien ne vaut la réalité solide de certaines paroles. Si je suis le maître de la situation, je le suis pour des raisons encore secrètes, mais qu'il me faut exposer si je veux donner à ma victoire des bases inébranlables et te convaincre. » De quoi? De l'innocence absolue de mademoiselle. dit nettement Raoul. Oh, Ricana le commissaire. elle n'a pas tué. Non. Et toi non plus peut-être. Non, moi non plus. Qui donc a tué? D'autres que nous. Mensonge! Vérité d'un bout à l'autre de cette histoire. Maréchal, tu t'es trompé. Je te répète ce que je t'ai dit à Monte-Carlo. C'est à peine si je connais mademoiselle. Quand je l'ai sauvée en gare de Beaucourt, je ne l'avais aperçue qu'une fois, l'après-midi, au thé du boulevard Haussmann. C'est à Sainte-Marie seulement que nous avons eu, elle et moi, quelque entrevue. Or, au cours de ces entrevues, elle a toujours évité de faire allusion au crime du Rapide, et je ne l'ai jamais interrogée. La vérité s'est établie en dehors d'elle, grâce à mes efforts acharnés, et grâce surtout à ma conviction instinctive, et cependant solide comme un raisonnement, qu'avec son pur visage, on n'est pas une criminelle. Marescal haussa les épaules, mais ne protesta point. Malgré tout, il était curieux de connaître comment l'étrange personnage pouvait interpréter les événements. Il consulta sa montre et sourit. Philippe et les bougres de la préfecture approchaient. Bréjac écoutait sans comprendre et regardait Raoul. Aurélie, anxieuse soudain, ne le quittait pas des yeux. Il commença, employant à son insu les termes mêmes dont Marescal s'était servi. Donc, le 26 avril dernier, la voiture numéro 5 du Rapide de Marseille n'était occupée que par 4 personnes, une anglaise, Miss Beckfield. Mais il s'interrompit brusquement, réfléchit durant quelques secondes et repartit d'un ton résolu. Non, ce n'est pas ainsi qu'il faut procéder. Il faut remonter plus haut à la source même des faits et dérouler toute l'histoire. Ce qu'on pourrait appeler les 2 époques de l'histoire. J'en ignore certains détails, mais ce que je sais et ce que l'on peut supposer en toute certitude suffit pour que tout soit clair et pour que tout s'enchaîne. Et lentement, il prononça « Il y a environ 18 ans, je répète le chiffre, maréchal, 18 ans, c'est-à-dire la première époque de l'histoire. Donc, il y a 18 ans, à Cherbourg, 4 jeunes gens se rencontraient au café de façon assez régulière, un nommé Bréjac, secrétaire au commissariat maritime, un nommé Jacques Ancivelle, un nommé Loubeau et un sieur Jodot. Relations superficielles qui ne durèrent pas. Les 3 derniers ayant eu mal à partir avec la justice, et le poste administratif du premier, c'est-à-dire de Bréjac, ne lui permettant pas de continuer de telles fréquentations. D'ailleurs, Bréjac se maria et vint habiter à Paris. Il avait épousé une veuve, mère d'une petite fille appelée Aurélie d'Asteux. Le père de sa femme, Étienne d'Asteux, était un vieil original de province, inventeur, chercheur toujours aux aguets, et qui plusieurs fois avait failli conquérir la grande fortune ou découvrir le grand secret qui vous la donne. Or, quelque temps avant le second mariage de sa fille avec Bréjac, un de ces secrets miraculeux, il sembla l'avoir découvert. Il le prétend du moins dans des lettres écrites à sa fille. En dehors de Bréjac, et pour le lui prouver, il l'a fait venir un jour avec la petite Aurélie. Voyage clandestin dont malheureusement Bréjac eut connaissance, non pas plus tard, comme le croit mademoiselle, mais presque aussitôt. Bréjac alors interroge sa femme, tout en se taisant sur l'essentiel, comme elle l'a juré à son père, et tout en refusant de révéler l'endroit visité. Elle fait certains aveux qui laissent croire à Bréjac qu'Étienne d'Asteux a enfoui quelque part un trésor. Et pourquoi n'en pas jouir dès maintenant? L'existence du ménage devient pénible. Bréjac s'irrite de jour en jour, importune Étienne d'Asteux, interroge l'enfant qui ne répond pas, persécute sa femme, la menace, bref, vit dans un état d'agitation croissante. Or, coup sur coup, 2 événements mettent le comble à son exaspération. Sa femme meurt d'une pleurésie. Et il apprend que son beau-père d'Asteux, atteint de maladie grave, est condamné. Pour Bréjac, c'est l'épouvante. Que deviendra le secret si Étienne d'Asteux ne parle pas? Que deviendra le trésor si Étienne d'Asteux le lègue à sa petite-fille Aurélie comme cadeau de majorité? L'expression se trouve dans une des lettres. Alors quoi? Bréjac n'aurait rien?
toutes ces richesses qu'il présume fabuleuses passeraient à côté de lui. Il faut savoir à tout prix, par n'importe quel moyen. Ce moyen, un hasard funeste le lui apporte. Chargé d'une affaire où il poursuit les auteurs d'un vol, il met la main sur le trio de ses anciens camarades de Cherbourg, Jodot, Loubeau et Ancivel. La tentation est grande pour Bréjac. Il y succombe et parle. Aussitôt le marché est conclu. Pour les 3 schnappants, ce sera la liberté immédiate. Ils fileront vers le village provençal où agonise le vieillard, et ils lui arracheront de gré ou de force les indications nécessaires. Complot manqué. Le vieillard, assailli en pleine nuit par les 3 forbans, sommé de répondre, brutalisé, meurt sans un mot. Les 3 meurtriers s'enfuient. Bréjac a sur la conscience un crime dont il n'a tiré aucun bénéfice. Raoul de Limézy fit une pause et observa Bréjac. Celui-ci se taisait. Refusait-il de protester contre des accusations invraisemblables? Avouait-il? On eût dit que tout cela lui était indifférent et que l'évocation du passé, si terrible qu'elle fût, ne pouvait accroître sa détresse présente. Aurélie avait écouté, sa figure entre les mains, et sans rien manifester non plus de ses impressions. Mais Marescal reprenait peu à peu son aplomb, étonné certainement que Limézy révélât devant lui des faits aussi graves, et lui livra, pieds et poings liés, son vieil ennemi Bréjac. Et de nouveau, il consulta sa montre. Raoul poursuivit. Donc, crime inutile, mais dont les conséquences se feront durement sentir bien que la justice n'en ait jamais rien su. D'abord, un des complices, Jacques Ancivel, effrayé, s'embarque pour l'Amérique. Avant de partir, il confie tout à sa femme. Celle-ci se présente chez Bréjac et l'oblige, sous peine de dénonciation immédiate, à signer un papier par lequel il revendique toute la responsabilité du crime commis contre Étienne d'Asteux et innocente les 3 coupables. Bréjac a peur et stupidement signe. Remis à Jodot, le document est enfermé par lui et par Loubeau dans une bouteille qu'ils ont trouvée sous le traversin d'Étienne d'Asteux et qu'ils conservent à tout hasard. Dès lors, ils tiennent Bréjac et peuvent le faire chanter quand ils voudront. Ils le tiennent, mais ce sont des gaillards intelligents et qui préfèrent, plutôt que de s'épuiser en menu chantage, laisser Bréjac gagner ses grades dans l'administration. Au fond, ils n'ont qu'une idée, la découverte de ce trésor dont Bréjac a eu l'imprudence de leur parler. Or, Bréjac ne sait encore rien. Personne ne sait rien. Personne, sauf cette petite fille, qui a vu le paysage et qui, dans le mystère de son âme, garde obstinément la consigne du silence. Donc il faut attendre et veiller. Quand elle sortira du couvent où Bréjac l'a enfermée, on agira. Or, elle revient du couvent, et le lendemain même de son arrivée, il y a 2 ans, Bréjac reçoit un billet où Jodot et Loubeau lui annoncent qu'ils sont entièrement à sa disposition pour la recherche du trésor. Qu'ils fassent parler la petite et qu'ils les mettent au courant. Sans quoi... Pour Bréjac, c'est un coup de tonnerre. Après 12 ans, il espérait bien que l'affaire était enterrée définitivement. Au fond, il ne s'y intéressait plus. Elle lui rappelle un crime dont il a horreur, et une époque dont il ne se souvient qu'avec angoisse. Et voilà que toutes ces infamies sortent des ténèbres. Voilà que les camarades d'autrefois surgissent. Jodot le relance jusqu'ici, on le harcèle. Que faire? La question posée est une de celles qui ne se discute même pas. Qu'il le veuille ou non, il faut obéir, c'est-à-dire tourmenter sa belle-fille et la contraindre à parler. Il s'y décide, poussé lui aussi d'ailleurs par un besoin de savoir et de s'enrichir qui l'envahit de nouveau. Dès lors, pas un jour ne se passe sans qu'il y ait interrogatoire, dispute, menace. La malheureuse est traquée dans sa pensée, dans ses souvenirs. À cette porte close derrière laquelle tout enfant, elle a enfermé un petit groupe débile d'images et d'impressions, on frappe à coups redoublés. Elle voudrait vivre, on ne lui permet pas. Elle voudrait s'amuser, elle s'amuse même parfois, fréquente quelques amis, joue la comédie, chante. Mais au retour, c'est le martyr de chaque minute. Un martyr auquel s'ajoute quelque chose de vraiment odieux, et que j'ose à peine évoquer. L'amour de Bréjac. N'en parlons pas. Là-dessus, tu en sais autant que moi, Marescal, puisque dès le moment où tu as vu Aurélie d'Asteux, entre Bréjac et toi, ce fut là une féroce de 2 rivaux. C'est ainsi que peu à peu la fuite apparaît à la victime comme la seule issue possible.
Elle y est encouragée par un personnage que Bréjac supporte malgré lui, Guillaume, le fils du dernier camarade de Cherbourg. La veuve Ancivelle le tenait en réserve, celui-là. Il joue sa partie dans l'ombre jusqu'ici très habilement, sans éveiller la méfiance. Guidé par sa mère et sachant qu'Aurélie d'Asteux, le jour où elle aimera, aura toute latitude pour confier son secret au fiancé choisi, il rêve de se faire aimer. Il propose son assistance. Il conduira la jeune fille dans le Midi où précisément, dit-il, ses occupations l'appellent. Et le 26 avril arrive. Note bien, Marescal, la situation des acteurs du drame à cette date et comment les choses se présentent. Tout d'abord, Mademoiselle, qui fuit sa prison. Heureuse de cette liberté prochaine, elle a consenti, pour le dernier jour, à prendre le thé avec son beau-père dans une pâtisserie du boulevard Haussmann. Elle t'y rencontre, par hasard. Scandale. Bréjac la ramène chez lui, elle s'échappe et rejoint à la gare Guillaume Ancivelle. Guillaume, en cette occasion, poursuit 2 affaires. Il séduira Aurélie, mais en même temps, il effectuera un cambriolage à Nice, sous la direction de la fameuse Miss Beckfield, à la bande de laquelle il est affilié. Et c'est ainsi que l'infortunée anglaise se trouve prise dans un drame où elle ne jouait, elle, aucune espèce de rôle. Enfin, nous avons Jodot et les 2 frères Loubeau. Ces 3-là ont agi si adroitement que Guillaume et sa mère ignorent qu'ils ont réapparu et qu'on est en compétition avec eux. Mais les 3 bandits ont suivi toutes les manœuvres de Guillaume. Ils savent tout ce qui se fait et se projette dans la maison et ils sont là le 26 avril. Leur plan est prêt. Ils enlèveront Aurélie et l'obligeront de quelque manière que ce soit à parler. C'est clair, n'est-ce pas? Et maintenant voici la distribution des places occupées. Voiture numéro 5 en queue, Miss Beckfield et le baron de Limézy. En tête, Aurélie et Guillaume Ancivelle. Tu comprends bien, n'est-ce pas, Marescal? En tête de la voiture, Aurélie et Guillaume, et non pas les 2 frères Loubeau, comme on l'a cru jusqu'ici. Les 2 frères, ainsi que Jodot, sont ailleurs. Ils sont dans la voiture numéro 4, dans la tienne, Marescal. Bien dissimulés sous le voile tiré de la lampe. Comprends-tu? Oui, fit Marescal à voix basse. Pas malheureux. Et le train file. 2 heures se passent, station de La Roche. On repart. C'est le moment. Les 3 hommes de la voiture 4, c'est-à-dire Jodot et les frères Loubeau, sortent de leur compartiment obscur. Ils sont masqués, vêtus de blouses grises et coiffés de casquettes. Ils pénètrent dans la voiture 5. Tout de suite, à gauche, 2 silhouettes endormies, un monsieur et une dame dont on devine les cheveux blonds. Jodot et l'aîné des frères se précipitent tandis que l'autre fait le guet. Le baron est assommé et ficelé. L'Anglaise se défend. Jodot la saisit à la gorge et s'aperçoit seulement alors de l'erreur commise. Ça n'est pas Aurélie, mais une autre femme, aux cheveux du même blond doré. À cet instant, le jeune frère revient et emmène les 2 complices tout au bout du couloir où se trouvent réellement Guillaume et Aurélie. Mais là, tout change. Guillaume a entendu du bruit. Il se tient sur ses gardes, il a son revolver et l'issue du combat est immédiate. 2 coups de feu. Les 2 frères tombent et Jodot s'enfuit. Nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas, Marescal? Ton erreur, mon erreur au début, l'erreur de la magistrature, l'erreur de tout le monde. C'est qu'on a jugé les faits d'après les apparences. D'après cette règle, fort logique d'ailleurs, quand il y a crime, ce sont les morts qui sont les victimes et les fugitifs qui sont les criminels. On n'a pas pensé que l'inverse peut se produire, que les agresseurs peuvent être tués et que les assaillis, sains et saufs, peuvent s'enfuir. Et comment Guillaume n'y songerait-il pas aussitôt à la fuite? Si Guillaume attend, c'est la débâcle. Guillaume, le cambrioleur, n'admet pas que la justice mette le nez dans ses affaires. À la moindre enquête, les dessous de son existence équivoques surgiront en pleine clarté. Va-t-il se résigner? Ce serait trop bête. Alors que le remède est à portée de sa main, il n'hésite pas. Bouscule sa compagne, lui montre le scandale de l'aventure, scandale pour elle, scandale pour Bréjac. Inerte, le cerveau en désordre, épouvantée par ce qu'elle a vu et par la présence de ces 2 cadavres, elle se laisse faire. Guillaume lui met de force la blouse et le masque du plus jeune des frères. Lui-même s'affuble, l'entraîne, emporte les valises pour ne rien laisser derrière lui. Et ils courent, tous 2 le long du couloir, se heurtent au contrôleur et sautent du train. 1 heure plus tard, après une effroyable poursuite à travers les bois, Aurélie est arrêtée, emprisonnée, jetée en face de son implacable ennemi, Marescal.
est perdu. Seulement, coup de théâtre, j'entre en scène. Rien, ni la gravité des circonstances, ni l'attitude douloureuse de la jeune fille qui pleurait au souvenir de la nuit maudite, rien n'eût empêché Raoul de faire le geste du monsieur qui entre en scène. Il se leva, poussa jusqu'à la porte et revint dignement s'asseoir avec toute l'assurance d'un acteur dont l'intervention va produire un effet foudroyant. Donc, j'entre en scène, répéta-t-il en souriant d'un sourire satisfait. Ah, il était temps. Je suis sûr que toi aussi, Marescal, tu te réjouis d'apercevoir au milieu de ces tourbes de fripouilles et d'imbéciles un honnête homme qui se pose tout de suite, avant même de rien savoir, et simplement parce que mademoiselle a de beaux yeux verts, en défenseur de l'innocence persécutée. Enfin, voici une volonté ferme, un regard clairvoyant, des mains secourables, un cœur généreux. C'est le baron de Limésie. Dès qu'il est là, tout s'arrange. Les événements se conduisent comme de petits enfants sages et le drame s'achève dans le rire et dans la bonne humeur. Seconde petite promenade, puis il se pencha sur la jeune fille et lui dit « Pourquoi pleurez-vous, Aurélie ? Puisque toutes ces vilaines choses sont terminées, et puisque Marescal lui-même s'incline devant une innocence qu'il reconnaît. Ne pleurez pas, Aurélie. J'entre toujours en scène à la minute décisive. C'est une habitude et je ne manque jamais mon entrée. Vous l'avez bien vu cette nuit-là. Marescal vous enferme, je vous sauve. 2 jours après, à Nice et Jodot, je vous sauve. À Monte-Carlo, à Sainte-Marie, c'est encore Marescal et je vous sauve. Et tout à l'heure, n'étais-je pas là? Alors que craignez-vous? Tout est fini. Et nous n'avons plus qu'à nous en aller tout tranquillement, avant que les 2 bougres n'arrivent et que les chasseurs à pied ne cernent la maison. N'est-ce pas, Rodolphe? Tu n'y mets aucun obstacle. Et mademoiselle est libre, n'est-ce pas? Tu es ravi de ce dénouement qui satisfait ton esprit de justice et de courtoisie. Vous venez, Aurélie? Elle vint, timidement, sentant bien que la bataille n'était pas gagnée. De fait, au seuil de la porte, Marescal se dressa, impitoyable. Bréjac le rejoignit. Les 2 hommes faisaient cause commune contre le rival qui triomphait. Du sang. Raoul s'approcha et, dédaignant Bréjac, il dit d'un ton paisible au commissaire « La vie semble très compliquée parce que nous ne la voyons jamais que par bribes, par éclairs inattendus. Il en est ainsi de cette affaire du rapide. C'est embrouillé comme un roman feuilleton. Les faits éclatent au hasard, stupidement, comme des pétards qui n'exploseraient pas dans l'ordre où on les a disposés. Mais qu'un esprit lucide les remette à leur place, tout devient logique, simple, harmonieux, naturel comme une page d'histoire. C'est cette page d'histoire que je viens de te lire, Marescal. Tu connais maintenant l'aventure et tu sais qu'Aurélie d'Asteux est innocente. Laisse-la s'en aller. Marescal haussa les épaules. Non. Ne t'entête pas, Marescal, tu vois, je ne plaisante plus. Je ne me moque plus. Je te demande simplement de reconnaître ton erreur. Mon erreur? Certes, puisqu'elle n'a pas tué, puisqu'elle ne fut point complice mais victime. Le commissaire ricana. Si elle n'a pas tué, pourquoi a-t-elle fui? De Guillaume, j'admets la fuite, mais elle, qui gagnait-elle? Et pourquoi depuis n'a-t-elle rien dit? À part quelques plaintes au début lorsqu'elle supplie les gendarmes. Je veux parler au juge, je veux lui raconter. À part cela, le silence. Un bon point, Marescal. L'objection est sérieuse. Moi aussi, silence m'a souvent déconcerté. Ce silence opiniâtre, dont elle ne s'est jamais départie, même avec moi, qui la secourait, et qu'un aveu eût puissamment aidé dans mes recherches. Mais ses lèvres demeurèrent closes, et c'est ici seulement dans cette maison que j'ai résolu le problème. Qu'elle me pardonne si j'ai fouillé dans ses tiroirs durant sa maladie, il le fallait. Marescal lit cette phrase, parmi les instructions que sa mère mourante, et qui ne se faisait pas d'illusions sur Bréjac, lui a laissées. Aurélie, quoi qu'il arrive, et quelle que soit la conduite de ton beau-père, ne l'accuse jamais. Défends-le même si tu dois souffrir par lui, même s'il est coupable. J'ai porté son nom. Marescal protesta. Mais elle ignorait le crime de Bréjac. Et aurait-elle su que ce crime n'a pas de rapport avec l'attaque du rapide? Bréjac ne pouvait donc pas y être mêlé? Si. Par qui? Par Jodot. Qui le prouve? Les confidences que m'a faites la mère de Guillaume, la veuve Ancivelle, que j'ai retrouvée à Paris où elle demeure, et à qui j'ai payé fort cher une déclaration écrite de tout ce qu'elle sait du passé et du présent. Or,
Son fils lui a dit que dans le compartiment du rapide face à mademoiselle, près des 2 frères morts, et son masque étant arraché, Jodo a juré le poing tendu: si tu souffles le mot de l'affaire, Aurélie, si tu parles de moi, si je suis arrêté, je raconte le crime d'autrefois. C'est Bréjac qui a tué ton grand-père d'Asteux. C'est cette menace répétée depuis à Nice qui a bouleversé Aurélie d'Asteux et l'a réduite au silence. Et je dis l'exacte vérité, mademoiselle. Elle murmura: L'exacte vérité. Donc tu le vois, Marescal, l'objection tombe. Le silence de la victime, ce silence qui te laissait des soupçons, est au contraire une preuve en sa faveur. Pour la seconde fois, je te demande de la laisser partir. Non, fit Marescal en frappant du pied. Pourquoi? La colère de Marescal se déchaîna subitement. Parce que je veux me venger, je veux le scandale, je veux qu'on sache tout, la fuite avec Guillaume, l'arrestation, le crime de Bréjac. Je veux le déshonneur pour elle et la honte. Elle m'a repoussé, qu'elle paie, et que Bréjac paie aussi. Tu as été assez bête pour me donner des précisions qui me manquaient. Je tiens Bréjac et la petite mieux encore que je ne croyais, et Jodo, et les Ancivelles, toute la bande, pas un échappera, et Aurélie est dans le lot. Il délirait de colère et carrait devant la porte sa haute taille. Sur le palier, on entendait Labon s'étonner. Raoul avait recueilli sur la table le morceau de papier tiré de la bouteille et où se lisait l'inscription « Marescal est une gourde ». Il le déplia nonchalamment et le tendit au commissaire. « Tiens, mon vieux, fais encadrer ça et mets-le au pied de ton lit. » « Oui, oui, rigole. » proféra l'autre. « Rigole tant que tu voudras. N'empêche que je te tiens toi aussi. Ah, tu m'en as fait voir depuis le début. Hein, le coup de la cigarette. Un peu de feu, s'il vous plaît. Je vais t'en donner, moi, du feu. De quoi fumer toute ta vie au bagne. Oui, au bagne. D'où tu viens et où tu rentreras bientôt. Au bagne, je le répète, au bagne. Si tu crois qu'à force de lutter contre toi, je n'ai pas percé à jour ton déguisement, si tu crois que je ne sais pas qui tu es, et que je n'ai pas déjà toutes les preuves nécessaires pour te démasquer, regarde-le, Aurélie, ton amoureux, et si tu veux savoir ce que c'est, pense un peu au roi des escrocs, au plus gentleman des cambrioleurs, au maître des maîtres, et dis-toi qu'en fin de compte, le baron de Limésie, faux noble et faux explorateur, n'est autre. Il s'interrompit. En bas, on sonnait. C'était Philippe et ses 2 bougres, ce ne pouvait être qu'eux. Marescal se frotta les mains et respira longuement. Je crois que tu es bien fichu, Lupin. Qu'en dis-tu? Raoul observa Aurélie. Le nom de Lupin ne parut pas la frapper. Elle écoutait avec angoisse les bruits du dehors. « Pauvre demoiselle aux yeux verts, dit-il. Votre foi n'est pas encore parfaite. En quoi, diable, le dénommé Philippe peut-il vous tourmenter ?» Il entr'ouvrit la fenêtre et, s'adressant à l'un de ceux qui étaient sur le trottoir au-dessous de lui... « Le dénommé Philippe, n'est-ce pas, de la préfecture? Dites donc, camarade, 2 mots à part de vos 3 boucres, car ils sont 3, fichtre. Vous ne me reconnaissez pas? Baron de Limésie. Vite, Marescal vous attend. » Il repoussa la fenêtre. « Marescal le compte y est? 4 d'un côté et 3 de l'autre, car je ne compte pas Bréjac qui semble se désintéresser de l'aventure. Ça fait 7 bougres à 3 poils qui ne feront qu'une bouchée de moi. J'en frémis. Et la demoiselle aux yeux verts aussi. » Aurélie se contraignit à sourire, mais ne put que bredouiller des syllabes inintelligibles. Marescal attendait sur le palier. La porte du vestibule fut ouverte, des pas montèrent, précipités. Bientôt, Marescal eut sous la main, prêt à la curer comme une meute qu'il suffit de déchaîner, 6 hommes. Il leur donna des ordres à voix basse, puis rentra, le visage épanoui. Pas de bataille inutile, n'est-ce pas, baron? Pas de bataille, marquis. L'idée de vous tuer tous les 7 comme les femmes de Barbe Bleue m'est intolérable. Donc tu me suis? Jusqu'au bout du monde. Sans condition, bien entendu. Si, à une condition. Offre-moi un goûter. D'accord, pain sec, biscuit pour les chiens et de l'eau. Plaisanta Marescal. Non. Alors, ton menu? Le tien, Rodolphe. Meringue chantilly, baba au rhum et vin d'Alicante. Qu'est-ce que tu dis? Demanda Marescal d'un ton de surprise inquiète. Rien que de fort simple. Tu m'invites à prendre le thé, j'accepte sans cérémonie. N'as-tu point rendez-vous à 5 heures? Rendez-vous? Fit Marescal de plus en plus gêné. Mais oui, tu te rappelles. Chez toi, ou plutôt dans ta garçonnière, rue du Plan. Un petit logement sur le devant. N'est-ce pas là que tu retrouves chaque après-midi et que tu bourres de meringue arrosée d'Alicante la femme de ton... Silence, chuchota Marescal qui était blême. Tout son aplomb s'en allait. Il n'avait plus envie de plaisanter. Pourquoi veux-tu que je garde le silence? Demanda Raoul ingénument. Quoi, tu ne m'invites plus? Tu ne veux pas me présenter? Silence, sacrebleu! Il rejoignit ses hommes et prit Philippe à part. Un instant, Philippe. Quelques détails à régler avant d'en finir. Éloigne tes bourres de manière qu'ils ne puissent pas entendre. Il referma la porte, revint vers Raoul, et lui dit, les yeux dans les yeux, la voix sourde, se défiant de Bréjac et d'Aurélie. « Qu'est-ce que ça signifie? Où veux-tu en venir? » Rien du tout. Pourquoi cette allusion?
Comment sais-tu? L'adresse de ta garçonnière et le nom de ta bonne amie. Ma foi, il m'a suffi de faire pour toi ce que j'ai fait pour Bréjac, pour Jodot et consorts, une enquête discrète sur ta vie intime. Laquelle enquête m'a conduit jusqu'à un mystérieux rez-de-chaussée, douillettement aménagé, où tu reçois de belles dames, de l'ombre, des parfums, des fleurs, des vins sucrés, des divans profonds, comme des tombeaux. La folie marescale, quoi. Mais après, n'est-ce pas mon droit? Quel rapport y a-t-il entre cela et ton arrestation? Il n'y en aurait aucun si par malheur tu n'avais commis la bourde rime avec gourde, de choisir ce petit temple de Cupidon pour y cacher les lettres de ces dames. Tu mens! Et si je mentais, tu ne serais pas couleur de navet. Précise! Dans un placard, il y a un coffre secret. Dans ce coffre, une cassette. Dans cette cassette, de jolies lettres féminines, nouées avec des rubans de couleur. De quoi compromettre 2 douzaines de femmes du monde et d'actrices, dont la passion pour le beau marescal s'exprime sans la moindre retenue. Dois-je citer? La femme du procureur B, Mademoiselle X de la Comédie Française, et surtout la digne épouse, un peu mûre, mais encore présentable de... C'est toi misérable. Le misérable, dit Raoul paisiblement. C'est celui qui se sert de son physique avantageux pour obtenir protection et avancement. L'allure louche, la tête basse, Marescal fit 2 ou 3 fois le tour de la pièce, puis il revint près de Raoul et lui dit « Combien? Combien de quoi? Quel prix veux-tu de ces lettres? 30 deniers, comme Judas. Pas de bêtises, combien? 30 millions. Marescal frémissait d'impatience et de colère. Raoul lui dit en riant « Te fais pas de bile, Rodolphe. Je suis bon garçon et tu m'es sympathique. Je ne te demande pas un sou de ta littérature comico-amoureuse. J'y tiens trop. Il y a là de quoi s'amuser pendant des mois. Mais j'exige... » Quoi? Que tu mettes bas les armes, Marescal. La tranquillité absolue pour Aurélie et pour Bréjac. Même pour Jodot et pour les Ancivelles dont je me charge. Comme toute cette affaire, au point de vue policier, repose sur toi, qu'il n'y a aucune preuve réelle, aucun indice sérieux, abandonne-la. Elle sera classée. Et tu me rendras les lettres? Non, c'est un gage, je le conserve. Si tu ne marches pas droit, j'en publie quelques-unes nettement, crûment. Tant pis pour toi et tant pis pour tes belles amies. Des gouttes de sueur coulaient sur le front du commissaire. Il prononça « J'ai été trahi. » Peut-être bien. Oui, trahi par elle. Je sentais depuis quelque temps qu'elle m'épiait. C'est par elle que tu as conduit l'affaire où tu le voulais, et que tu t'es fait recommander à son mari auprès de moi. Que veux-tu? Dit Raoul gaiement. Cette bonne guerre. Si tu emploies pour combattre des moyens aussi malpropres, pouvais-je faire autrement que toi, quand il s'agissait de défendre Aurélie contre ta haine abominable? Et puis tu as été trop naïf, Rodolphe. Car enfin, supposais-tu qu'un type de mon espèce s'endormait depuis 1 mois et attendait les événements et ton bon plaisir? Pourtant tu m'as vu agir à Beaucourt, à Monte-Carlo, à Sainte-Marie, et tu as vu comment j'escamotais la bouteille et le document. Alors, pourquoi n'as-tu pas pris tes précautions? Il lui secoua l'épaule. Allons, Marescal, ne plie pas sous l'orage. Tu perds la partie, soit. Mais tu as la démission de Bréjac dans ta poche, et comme tu es bien en cours et que ta place t'est promise, c'est un rude pas en avant. Les beaux jours reviendront, Marescal, sois-en persuadé, à une condition cependant. Méfie-toi des femmes. Ne te sers pas d'elles pour réussir dans ta profession, et ne te sers pas de ta profession pour réussir auprès d'elles. Sois amoureux, si cela te plaît. Sois policier, si ça te chante, mais ne sois ni un amoureux policier, ni un policier amoureux. Comme conclusion, un bon avis, si jamais tu rencontres Arsène Lupin sur ta route, file par la tangente. Pour un policier, c'est le commencement de la sagesse. J'ai dit, donne tes ordres, et adieu. Marescal rongeait son frein. Il tournait et tordait dans sa main l'une des pointes de sa barbe. Céderait-il? Allait-il se jeter sur l'adversaire et appeler ses bougres? Une tempête sous un crâne, pensa Raoul. Pauvre Rodolphe, à quoi bon te débattre? Rodolphe ne se débattit pas longtemps. Il était trop perspicace pour ne pas comprendre que toute résistance ne ferait qu'aggraver la situation. Il obéit donc, en homme qui avoue ne pouvoir pas ne pas obéir. Il rappela Philippe et s'entretint avec lui. Puis Philippe s'en alla et emmena tous ses camarades, même Labonce et Tony. La porte du vestibule fut ouverte et refermée. Marescal avait perdu la bataille.